Jusqu'à présent, nous avions vu comment déclarer, comment initialiser et aussi comment affecter une variable. Intéressons-nous ici à comment afficher une variable, puis à comment lire sa valeur depuis le clavier. Commençons par l'affichage. Si l'on regarde le programme d'exemple simple suivant, les lignes d'affichage, ce sont ces trois lignes ici en bas. Examinons-les maintenant plus en détail. La ligne qui nous intéresse est donc la suivante, qui, si l'on suppose qu'on a une variable n de type entier qui contient la valeur 4, va nous afficher le message « la variable n contient 4 ». Cette ligne est composée de deux parties. Il y a tout d'abord ici la description dans le langage Java de ce qui correspond à ce qu'on appelle techniquement la sortie standard et plus communément donc ce qui correspond au terminal. Et la deuxième partie ici est le message que l'on va envoyer sur le terminal. Ce message est lui-même, comme vous le voyez, composé de plusieurs morceaux. On a tout d'abord ici, entre double quotes, une chaîne littérale qui va s'écrire telle qu'elle sur la sortie. Puis l'on a ici une expression Java, c'est-à-dire quelque chose qui va être évalué avant d'être affiché. Donc ici une expression Java qui reprend la valeur de n, qui va donc ici afficher 4. Puis on retrouve enfin une troisième ici et dernière partie qui est de nouveau un message qui ici est simplement réduit au point, qui va permettre d'afficher ce point. Ces différentes parties sont composées à l'aide du signe plus ici. Attention, le signe plus pour des messages rajoute simplement les messages les uns derrière les autres. Si j'écris 1 entre double quotes ici suivi de messages, ceci correspond à la chaîne 1 message. Ici, c'est donc bien tout à fait une concaténation de messages, un collage d'un message l'un derrière l'autre que l'on a et non pas du tout une addition. De l'autre côté, on a donc la description du terminal, en toute rigueur ici system.out, suivi donc d'une fonction, d'une méthode println, qui veut dire print line, qui veut dire que donc le message en question va en fait retourner à la ligne, va faire ce qu'on appelle un saut de ligne une fois qu'il s'est affiché. Si l'on ne souhaite pas faire ce saut de ligne, ici on peut simplement aussi utiliser la méthode print tout simplement, qui ne fera pas le retour à la ligne. Donc, pour résumer, si vous voulez afficher une expression, un message, vous commencez par donc taper system.out.println si vous voulez un saut à la ligne, et puis ensuite derrière, entre guillemets ici les messages littéraux, affichés tels que vous les écrivez, et puis des expressions concaténées, donc combinées avec ce signe plus. Si vous ne souhaitez pas faire le saut à la ligne, à ce moment-là, vous utilisez la fonction print au lieu de la fonction println, ce qui fait que les différents messages s'afficheront cette fois-ci les uns derrière les autres, collés, et non pas les uns à la suite des autres, ligne à ligne. On peut donc tout à fait utiliser ce système pour simplement afficher une simple valeur de variable qui est juste réduite donc à une expression qui se réduit à cette valeur. Mais vous pouvez aussi combiner avec n'importe quelle expression Java. Donc par exemple ici, vous pouvez tout à fait afficher un message qui comporte le début de phrase le double de, puis ensuite qui va évaluer la valeur de n, ensuite rajouter le message tel quel est, et puis ici évaluer une expression Java. C'est une expression Java aussi compliquée que vous voulez, dont la valeur sera donc affichée en tant que telle. Tout à l'heure, j'ai aussi insisté sur le fait que le signe utilisé ici pour coller les chaînes, concaténer les chaînes, n'était pas du tout une addition arithmétique. Donc comment faire si vous voulez afficher une expression qui contient une addition? Pour cela, il faudra absolument utiliser et protéger par des parenthèses, de sorte que l'expression parenthésée ici soit évaluée dans un sens arithmétique et non pas dans un sens de valeurs de chaîne collées les unes derrière les autres. Par exemple, si n vaut 4 et puis que n carré vaut 16, alors ici cette expression va évaluer n qui fait 4 plus au sens de l'arithmétique ici 16 qui va nous donner la valeur 20 et ensuite cette valeur va être ici affichée en tant que telle et donc ça nous affichera n plus n carré égale ici 20. Si par contre on avait omis les
parenthèse ici, si on ne fait pas ceci, alors à ce moment-là, on va afficher n plus n carré, suivi de la valeur 4, suivi collé directement derrière de la valeur 16. Et donc, on aurait comme message n plus n carré égale 416, ce qui n'est certainement pas ce que l'on veut. Et donc, pour pouvoir garantir que l'évaluation n plus n carré ici est évaluée au sens arithmétique, il faut la protéger par des parenthèses. Déroulons maintenant pas à pas l'exemple du cours. On commence pour cela par déclarer une variable ici n que l'on initialise à la valeur 4. Ensuite, on déclare une variable n carré que l'on n'initialise pas, donc on ne connaît pas sa valeur initiale. Puis, on fait une affectation avec tout d'abord donc l'évaluation ici de l'expression n qui va nous donner donc 4 fois n qui nous redonne la valeur 4, qui va donc bien sûr s'évaluer à 16. Et puis cette valeur 16 va donc être recopiée dans n carré. Et donc on aura ici en mémoire 4 dans n et 16 dans n carré. Ce qui fait qu'on va ensuite afficher ici un message la variable n contient qui va s'afficher telle qu'elle, puis ici évaluation de l'expression n, c'est-à-dire remplacée par la valeur de n, et on aura donc le message la variable contient 4. Puis on passe à la ligne suivante, ici qui va afficher le message le carré de n, puis évaluer l'expression ici n au sens Java, donc le remplacer par sa valeur 4, puis rafficher littéralement la chaîne est, puis évaluer l'expression n carré ici, donc la remplacer par la valeur 16, puis ensuite concaténer, rajouter derrière la chaîne littérale qui contient le point, ce qui fait que l'on va avoir donc le message le carré de 4 et 16. Enfin, dans la dernière ligne, on aura de la même façon affichage du message le double de n est. Notez ici que c'est bien la lettre n, puisqu'elle est comprise entre les doubles quotes, qui est affichée. C'est la lettre, le mot n qui est affiché. Ce n'est pas une expression comme on avait précédemment ici, ou comme on peut avoir à cet endroit-là. Donc le double de n est suivi donc de l'expression 2 fois n, où on va donc rechercher la valeur de n, 4, la multiplier par 2, et donc qui va s'évaluer à 8 pour afficher ici le message 8, suivi donc du message point, et enfin du retour à la ligne à cause du println. Une petite question maintenant. Détaillons pas à pas l'exécution du code de la question. On commence par déclarer une variable a de type entier que l'on initialise à la valeur 2, puis l'on déclare une variable b de type entier que l'on initialise à la valeur 1, puis ensuite on a une affectation où on a ici une expression qui va évaluer donc a qui vaut 2, puis qui va évaluer ici b fois 2, c'est-à-dire 1 plus 2, ce qui va nous donner la valeur 3. On va donc ici avoir la valeur 2 fois 3 qui va être mise dans b. Donc pour résumer ici, l'expression s'évalue à 6 et donc on met la valeur 6 dans b. Puis ensuite, on va arriver à la dernière ligne qui va afficher l'expression de a ici 2, puis afficher la chaîne virgule, puis afficher la valeur de b ici, c'est-à-dire 6. Une deuxième question. Regardons le déroulement pas à pas du code de la question précédente. On commence par déclarer une variable a de type entier que l'on initialise à la valeur 1, puis l'on déclare une variable b de type entier que l'on initialise à la valeur 2, puis on arrive à une affectation où on évalue ici l'expression b qui va donc nous retourner 2, et on va mettre 2 ici dans a. Puis on évalue l'expression qui suit ici a, et on va recopier cette expression dans b. Ce qui fait qu'au final, lors de l'affichage, on va avoir ici l'évaluation de l'expression a, 2, évaluation de la chaîne virgule telle qu'elle, puis ensuite évaluation de l'expression b qui vaut 2, et donc ça nous affichera 2,2. À ce stade-là, on peut donc se demander comment échanger la valeur de deux variables, puisque l'on voit que dans l'exemple précédent, en fait, on n'a pas du tout échangé les deux variables, mais on a simplement recopié la valeur de b partout dans les deux variables, dans a et dans b. Pour échanger deux variables, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment vous le feriez si vous aviez à échanger le contenu de deux verres. Supposons que vous ayez un verre de grenadine et que vous ayez un verre de menthe. Ici, donc le verre de menthe, je vais l'appeler B, le verre de grenadine, je vais l'appeler A. Comment vous pouvez faire pour échanger le contenu des deux verres? La bonne solution, c'est simplement d'introduire un troisième verre.
un troisième vers, disons-le, appelons-le simplement TMP, eh bien ce n'est pas plus difficile en programmation. Si on veut échanger le contenu de deux variables, il suffit d'introduire une variable temporaire, temp, ici, qui va nous permettre de transférer les valeurs. Par exemple, ici, on a donc A initialisé à 1 et B initialisé à 2, et on va donc introduire une variable temporaire temp, dans laquelle on commence par recopier la valeur de A ici, puis ensuite, ce que l'on va pouvoir faire, c'est recopier la valeur de B dans A, puisque la valeur de A ayant été sauvegardée dans temp, on peut maintenant tranquillement remplacer dans A la valeur initiale par la valeur de B. Puis ensuite, en dernier lieu, on va recopier la valeur que l'on avait sauvegardée dans temp dans la variable B, ici, ce qui va nous mettre donc la valeur 1 dans la variable B, ce qui fait bien qu'au début, on avait 1 dans A et 2 dans B, et on voit bien qu'on a ici échangé le contenu initial des deux variables A et B. Passons maintenant à la lecture de la valeur d'une variable depuis le clavier. Reprenons pour ça notre exemple favori avec le calcul et l'affichage du carré ou du double de n. Et supposons que maintenant ce programme, on veuille non pas le faire pour une valeur n égale 4, mais que l'on veuille demander la valeur de n au clavier à l'utilisateur. Comment faire? Pour cela, on va simplement remplacer la ligne qui affectait la valeur 4 à n par un ensemble de lignes qui vont nous permettre, et que l'on va détailler juste dans la suite, qui vont nous permettre d'affecter une valeur lue au clavier à la variable n. Pour cela, il faut commencer par importer ce que l'on appelle techniquement la classe scanner. C'est ce que vous faites en ajoutant cette ligne une fois au début de votre programme. Import java.util.scanner avec toujours le point virgule. Une fois que vous avez mis cette ligne, vous pouvez donc déclarer une variable, je l'ai appelée ici KB, une variable KB donc de type scanner, et l'initialiser en la liant au clavier, ce qu'on appelle techniquement l'entrée standard, in comme input, entrée. L'entrée standard, donc le clavier ici représenté par system.in. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire cette ligne, scanner avec un nom de variable, donc KB ici, égale new scanner, parenthèse system.in, point virgule, et à partir de là, vous pourrez utiliser la variable KB pour pouvoir lire des variables au clavier. Cette ligne doit être écrite une fois et une seule pour tout le programme. Vous n'avez besoin que de faire une fois le lien vers le clavier. À ce stade du cours, vous l'écrirez dans le main et à partir de cette ligne, vous pourrez donc utiliser la variable KB pour pouvoir lire des valeurs. On peut par exemple vouloir lire un entier au clavier pour pouvoir initialiser une variable, comme fait ici. Donc je déclare une variable n de type entier que j'initialise avec une lecture au clavier qui s'écrit de la façon suivante. Donc KB, la variable scanner que j'avais précédemment déclarée, KB, point, et puis ici une lecture d'un entier, donc next int pour lire le prochain entier, parenthèse, parenthèse, et puis on termine donc l'instruction d'initialisation de notre variable. Tout ceci est peut-être un peu technique, mais il suffit en fait simplement de suivre la procédure expliquée ici en 3 étapes que je vous résume encore une fois. Tout d'abord, vous ajoutez cette ligne une fois au tout début de votre programme. Ensuite, vous ajoutez cette ligne une seule fois là où vous en avez besoin pour l'instant, disons dans le main, pour déclarer une variable de type scanner. Et ensuite, vous utilisez autant de fois que vous avez besoin la lecture de, par exemple, ici, un entier avec nextInt. La méthode nextInt fonctionne plus exactement de la façon suivante. Donc, elle commence par arrêter momentanément le programme et elle va ensuite attendre que l'utilisateur saisisse une valeur et appuie sur la touche Entrée, la touche Return. Et puis, cette valeur, il va la lire comme un entier, la convertir en entier. Et enfin, donc le résultat sera la valeur type entier de ce qui a été tapé au clavier. Ce sera, dans l'étape donc numéro 3, affecté à la variable n. Puis le programme pourra donc continuer. NextInt est donc ce qu'on appelle une méthode, si vous voulez, une fonction, un traitement associé à l'objet scanner. Il existe bien sûr la possibilité de lire plein d'autres choses, plein de valeurs d'autres types. Par exemple, si l'on veut lire une valeur décimale, donc une valeur de type double, ce qu'on va utiliser, c'est la fonction nextDouble. Donc par exemple, pour initialiser une variable x
de type double avec une valeur lue au clavier, on écrira donc la déclaration double x et puis ici donc l'initialisation égale kb.nextDouble parenthèse parenthèse, ce qui lira au clavier une valeur de type double, donc une valeur décimale. Prenons un exemple pas à pas. Ici donc on commence avec la ligne de déclaration usuelle par créer un scanner qui va nous associer le clavier à donc un scanner que j'ai décidé ici d'appeler KB. Ensuite, ce qu'il faut, c'est avertir l'utilisateur qu'on veut entrer une valeur. Donc pour ça, on va lui afficher avec la technique que l'on a vue précédemment un message ici, entrer une valeur pour n, par exemple. Puis, on va aller lire la valeur ici au clavier avec donc la méthode nextInt de l'objet que l'on a créé KB. Supposons donc qu'à ce stade-là, par exemple, l'utilisateur tape au clavier la valeur 2, et donc cette méthode ici va s'évaluer, va aller lire sur le clavier et va s'évaluer à la valeur 2, ce qui fait que donc ensuite 2 va se mettre comme valeur initiale dans la variable n. Et on peut passer donc à l'étape suivante. De façon classique, ici on va évaluer n fois n qui va nous faire 4, on va mettre 4 dans la variable n carré, puis on va afficher ici le message la variable contient évaluation de l'expression n, ce qui nous permettra donc d'afficher ici par exemple la valeur, on a décidé d'afficher ici la valeur de n 2. En plus des fonctions nextInt qui lit un entier et nextDouble qui lit un nombre décimal, une fonction qui pourrait vous être utile est la fonction nextLine qui permet de lire d'un seul coup toute une ligne complète. Prenons un exemple. Comme d'habitude, donc nous déclarons ici un scanner que j'appelle KB et que donc j'associe au clavier. Et puis une fois qu'on a fait cette déclaration, on peut donc faire un appel comme ça, kb.nextLine, qui va permettre donc de lire toute une ligne entière. Si par exemple on a tapé un message comme bonjour tout le monde, l'appel à la fonction nextLine va alors lire toute la ligne comme ça qui a été tapée par l'utilisateur, tous les caractères qui ont été entrés jusqu'à ce qu'il ait tapé sur la touche entrée, la touche return. La question est donc dans quelle variable allons-nous stocker un tel message, quel doit être le type d'une telle variable. Pour l'instant, en anticipant sur quelque chose qui sera présenté dans une vidéo ultérieure, je vous demande simplement de recopier simplement la ligne comme ça, string s. Donc string est le type de cette variable que nous allons utiliser pour sauvegarder le message et s bien sûr est le nom de cette variable. Une fois qu'on a tapé donc cette ligne string s égale kb.nextLine, alors s va contenir tous les caractères qui auront été tapés par l'utilisateur jusqu'à l'appui sur la touche return. Attention cependant avec l'utilisation de la méthode nextLine qui ne se mélange pas très bien avec les fonctions nextInt et nextDouble. Si je prends un exemple, supposons donc que je déclare ici une variable i de type entier et que je l'initialise avec une lecture au clavier au travers donc de nextInt et que juste après j'ai envie de lire un message, une ligne entière, donc nextLine, que je mets dans S1. Puis je lis une deuxième ligne, de nouveau avec un nextLine que je mets donc dans l'initialisation d'une variable S2. Donc l'idée est ici de lire un entier, puis de lire la fin de la ligne, puis de lire encore une ligne entière. Donc par exemple, si on tape le message 25 francs, retour à la ligne, suivi de 23 francs, ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord lire un entier, donc i contiendra 25, puis ensuite on va lire la fin de la ligne, ici, donc jusqu'à francs, donc S1 contiendra effectivement francs, puis enfin on lira toute une ligne, ici, donc on lira 23 francs. Donc jusque-là, pas de problème. Par contre, si on tape la séquence suivante, 14,43 €, qu'est-ce qui se passe? Regardons pas à pas. Tout d'abord, on demande donc de lire un entier. On va donc lire ici l'entier 14 et i contiendra bien 14. Ensuite, on demande de lire la fin de la ligne. Ici, on va donc aller lire la fin de la ligne. La fin de la ligne, elle est ici, elle est vide, et donc effectivement, S1 sera vide, parce qu'on a demandé de lire une fin de ligne. Puis ensuite, on ira lire la ligne suivante, et donc la ligne suivante, ici, euro, ira dans S2, et donc S2 contiendra euro. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'on voit que la combinaison
d'un next int suivi d'un next line, lorsqu'on lit au clavier, ne fonctionne pas toujours très bien, en particulier parce que l'utilisateur a tapé un retour à la ligne ici derrière le nombre entier ici 14, et donc la lecture comme ça d'un next line après un next int tapé au clavier va aller lire ici la fin de la ligne qui correspond au retour à la ligne, à la touche return qu'a tapé l'utilisateur, parce que next int arrête sa lecture juste après le nombre entier, ici 14, et ne lit pas, nextInt en tant que tel lui-même, ne lit pas le caractère de retour, la touche return. Donc, comment faire en pratique? Eh bien, chaque fois que vous avez comme ça besoin de lire un nombre avec nextInt ou nextDouble, et puis que la lecture suivante doit lire une ligne, ce qu'il faut, c'est anticiper donc la non-lecture du retour à la ligne par nextInt ou nextDouble, en rajoutant donc ici une lecture de cette fin de ligne avec un next line supplémentaire inséré ici entre la lecture d'un entier ou d'un nombre décimal, nextInt, nextDouble, et la lecture du message suivant que vous voulez vraiment. Vous rajoutez ici une lecture dans une variable que vous auriez bien sûr donc déclarée au préalable. Donc string s égale kb.nextLine.virgule. On pourra bien sûr plus tard, lorsque l'on connaîtra les structures de contrôle et en particulier les branchements conditionnels ou les boucles conditionnelles, vérifier qu'effectivement cette lecture ici de S a bien lu une chaîne vide, et si ce n'est pas le cas, la prendre comme le message à lire, et si c'est le cas, prendre la prochaine lecture comme étant le message que l'on désire.